qui sont comme ça à conserver qui conservent leurs acquis, mais qui n'ont plus une force de transformation sociale telle qu'ils avaient pu l'être auparavant. Cécile, sur ce point, quel peut être le nouveau visage de, alors comment les appeler, je ne sais pas, syndicats, corps intermédiaires, associations de la France des années 2050 ou 2020 en tout cas. Pas évident à dire. Après, il y a des syndicats qui essayent quand même de réfléchir à l'après, à ce nouveau monde du travail, etc. C'est particulièrement davantage vrai, c'est ceux qui sont étiquetés réformistes, CFDT, ULSA, CFTC, etc. Ils essayent, il y a quand même du travail qui est fait, de fédérer, même les travailleurs Uber voilà, de tout ça. Mais c'est pas évident. Pour eux, en tout cas, c'est vital de se transformer. Et puis je pense effectivement pour la société, on a absolument besoin de corps intermédiaires. Parce que s'il n'y a pas de régulateurs sociaux, qu'est-ce qui va se passer quand il y a une grosse sociale? Ça explose dans tous les sens. Donc ça, c'est la terreur. Et d'ailleurs, c'est pour ça aussi qu'il y a pas mal de chefs d'entreprise au MEDEF qui ne veulent pas la disparition de syndicats. Parce qu'il n'y a rien de pire dans une entreprise assez importante d'avoir personne en face. De ne pas avoir d'interlocuteur. Qui on aura comme interlocuteur structuré malgré tout. On n'aime pas relativement formé. Juridiquement, formé à la négociation, formé aux enjeux, etc. Et puis on va se retrouver avec qui? Avec n'importe quel groupuscule communautariste, n'importe quel groupuscule politique en face. Enfin, pour une PME, c'est un peu différent, mais pour une entreprise de taille correcte, c'est une vraie angoisse. Ça, Est-ce qu'il y a aussi un problème peut-être ponctuel, mais de personnes, de leadership dans ces syndicats? On a vu les problèmes de Thierry Lepant à la CGT, aujourd'hui de Pascal Pavageau, alors sans présumer de ses affaires, mais elles ne sont pas judiciairement bouclées. Mais ça pose quand même quelques questions sur est-ce qu'on est capable de produire des leaders Là encore, c'est le même problème que l'on a eu dans la vie politique française. C'est-à-dire que les systèmes ont parfois du mal à se renouveler pour des bonnes et des mauvaises raisons. Parmi les mauvaises raisons, alors je connais moins le cas des syndicats, mais on l'a beaucoup vu dans la sphère politique, où ceux qui sont dedans, ceux qui tiennent les postes, s'organisent pour les conserver et en faisant le vide autour d'eux. Donc si vous voulez, vous n'avez pas du tout le principe d'une méritocratie qui permet de faire émerger des temps. Et ça marche au niveau des circonscriptions. Vous avez un député baron dans sa circo, et puis globalement, il tue tous les mecs pas mal autour de lui, et il garde que les moins bons, de manière à être certain d'être jamais renversé. Et c'est comme ça que vous avez des systèmes qui parfois s'effondrent, basculent, mais pendant 20 ou 30 ans, ils sont conservés par les mêmes, quoi. Et ce genre de principe monte quand même relativement très haut dans la sphère politique. Je pense que le syndicalisme n'échappe pas à ça. Après, il y a des questions de chapelle, on le voit également au MEDEF, de pouvoir, de contre-pouvoir, de faiseur de roi. Et au bout du compte, c'est pas toujours celui qui est le meilleur, c'est souvent, enfin, j'allais dire un peu de manière triviale, c'est un peu Koh-Lanta, quoi. Celui qui gagne n'est pas forcément le plus compétent, le plus sympa, le plus beau, le plus efficace, c'est celui qui arrive à faire le plus de combines et qui va finalement éliminer ses adversaires au bon moment. Mais c'est pas le meilleur qui gagne, c'est pas le meilleur au sens de l'intérêt général. Et sur les syndicats, moi je suis très frappé en fait de l'arrivée de M. Pavageau. En fait, c'était comme une réponse à l'arrivée